sur la question de l'extrême gauche, de la stratégie des organisations en présence aujourd'hui, à l'aune des différentes expériences de la lutte de classe du dernier cycle qui s'est ouvert en 2016. Et donc je vais essayer de revenir sur un petit peu l'intervention de ces deux organisations. Alors j'ai fait le choix un peu contraint de me centrer sur la politique de lutte ouvrière et la politique de la direction du NPA. J'essaierai de glisser quelques mots à la fin sur les courants de la gauche du NPA, et y compris dans la discussion, n'hésitez surtout pas, on pourra y revenir et approfondir cette question. Mais pour un souci pour moi de discuter qu'à partir d'un certain nombre limité de positions, j'ai choisi de me limiter à ça, tout en considérant que de fait, beaucoup des éléments qui seront dits permettront de recouper aussi la discussion sur la stratégie que développent ces courants. La première chose, comment on caractérise une organisation révolutionnaire et comment on discute à partir de quelle perspective on discute de la façon dont elle intervient dans la lutte de classe. Ce que je vais essayer de défendre, en tout cas le point de vue dans lequel je me situerai, c'est que une organisation, ça s'évalue à l'aune des apports que ça fait à la classe, à l'aune des apports que ça fait aux luttes, ce qui est encore autre chose que d'y participer ou de les mener ou de les déclencher. Et puis la deuxième question, pourquoi on discute de ça? Évidemment pas pour distribuer les bons et les mauvais points, mais parce qu'on considère que la discussion stratégique, le débat sur les interventions dans la lutte de classe, c'est une dimension centrale pour discuter, pour construire la force politique, l'organisation révolutionnaire dont on va avoir besoin dans la période et dans les années qui viennent, et puis plus généralement. Et ça, effectivement, ça implique de tirer des bilans, de discuter de stratégie, chose qui s'est fait beaucoup dans l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire, mais qui s'est un petit peu perdue. En tout cas, l'habitude des débats de fond, de discuter les interventions des uns et des autres, est quelque chose qui se fait de moins en moins, voire qui est perçu comme une attaque quand on le fait, du fait d'un peu de cette perte de tradition. Comme on l'a dit, on va discuter du dernier cycle de lutte de classe, et pour nous, ce débat il est d'autant plus important qu'on est dans une situation particulière qui est marquée depuis 2016 en France par une forte reprise de la lutte de classe et l'ouverture d'un nouveau cycle aux caractéristiques spécifiques. La première, c'est un approfondissement de l'épuisement du néolibéralisme, une crise des solutions néolibérales à la crise, avec des scénarios semblables dans de nombreux pays, notamment dans la séquence 2018-2019, où une petite mesurette a priori anodine, mais une attaque contre les classes populaires, par exemple l'augmentation du prix du ticket de métro au Chili, la taxation minime sur WhatsApp au Liban, la taxe carbone en France sur le prix de l'essence, met le feu aux poudres et déclenche une riposte plus ou moins générale qui peut mettre en mouvement différents secteurs de la société, mais en tout cas une révolte dont l'objet c'est un rejet plus général du système et de ce qui fait subir notamment aux travailleurs et aux classes populaires. Le deuxième élément, c'est que tout en ayant un rôle qui reste encore le plus souvent contenu, on a des éléments de recomposition de la classe ouvrière et des éléments d'une intervention plus conséquente dans différents moments. Alors dans la période 2018-2013, il y a eu des interventions importantes du mouvement ouvrier. Déjà, il y a eu des vagues de grève contre les licenciements qui ont été importantes. Il y a eu l'intervention de la classe ouvrière en Égypte qui a joué un rôle important dans le printemps arabe dans ce pays spécifique. Mais on voit plusieurs phénomènes du même type. Par exemple, la grève générale au Chili et le rôle qu'elle a joué dans le grand mouvement au Chili. Des éléments de recomposition subjective avec des dynamiques, par exemple, de syndicalisation aux États-Unis, des dynamiques de réflexion sur la place, le rôle des travailleurs pendant la pandémie de Covid-19, une grève très importante et historique contre la réforme des retraites en France dans le secteur des transports, et puis des phénomènes qui sont marqués par une plus grande radicalité, des formes de grève sauvages, des grèves dans des secteurs inédits,
dans des entreprises qui n'avaient jamais fait grève ou qui n'avaient pas connu de grève depuis plusieurs décennies, qui montrent des potentialités de recomposition de la classe ouvrière dans le cadre de ces luttes. En même temps, vous l'avez vu avec le Covid-19, la crise économique qui s'est renforcée et la guerre en Ukraine, il y a un saut, on va dire, dans l'instabilité, notamment sur les 2 dernières années, qui à la fois est très menaçant, évidemment, pour l'avenir de l'humanité, pour les conditions de vie et d'existence des travailleurs des classes populaires, mais qui participe aussi aux recompositions subjectives qu'il peut y avoir au sein de la classe ouvrière et de nombreux secteurs opprimés qui voient l'épuisement de ce système. Et puis enfin, ce nouveau cycle de lutte de classe, il survient dans une période d'approfondissement de la crise organique qui a commencé en Europe dans les années 2000. Donc par crise organique, j'entends la crise des institutions qui assurent le consentement et plus particulièrement la déconnexion entre les partis et leurs bases traditionnelles, donc qui a été notamment marquée en Europe par l'effondrement des partis de gauche néolibéralisés et l'émergence de tout un tas de nouveaux phénomènes, à la fois sur la gauche avec les phénomènes que nous on qualifie de néo-réformistes, Podemos, Syriza, la France Insoumise et avant elle, le parti de gauche. Et puis sur la droite aussi, des recompositions politiques autour de phénomènes de type populiste de droite, d'extrême droite, qui indiquent à la fois une polarisation, des possibilités d'un durcissement autoritaire qui est inquiétant, mais aussi des possibilités de recomposition sur un autre terrain, sur le terrain de la reconstruction notamment d'une force politique révolutionnaire qui chercherait justement à dialoguer avec tous ces secteurs qui cherchent des perspectives politiques. En gros, ce que j'essaye de souligner, c'est que tout ça montre que la période elle est marquée à la fois par des dangers et par des potentialités énormes. Pour autant, l'issue de toute cette grande vague de lutte de classe qu'on connaît depuis 2016 et de façon encore plus marquée à l'échelle mondiale depuis 2018, elle est évidemment très imparfaite. Aucun de ces phénomènes n'est allé jusqu'au bout. Ces phénomènes, ils ont été confrontés à de la répression, à des formes d'épuisement, à des canalisations institutionnelles. Et donc, évidemment, penser les recompositions politiques, c'est aussi penser les forces politiques qui seront capables d'intervenir dans ces phénomènes pour leur permettre d'aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, évidemment, pour nous, c'est la révolution. Et quand on discute de ça depuis la France et sur le cas de la France, on a une chance, c'est qu'effectivement, on a une tradition d'extrême gauche qui est bien ancrée, qui à la fois peut être un point d'appui pour des recompositions, mais qui aussi permet d'avoir un débat riche sur différentes formes d'intervention. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un paradoxe de ce point de vue-là. C'est que pour rentrer dans le vif du sujet, quand on s'intéresse à la dernière séquence de lutte de classe et à l'intervention du NPA et de lutte ouvrière, c'est difficile de se rappeler d'une intervention marquante, d'une intervention frappante de ces deux organisations dans la longue série de luttes qui ont eu lieu depuis 2016. Je rappelle, loi travail, réforme du rail et lutte contre la sélection et Parcoursup, le mouvement des Gilets jaunes, la grève contre la réforme des retraites, et j'oublie encore la vague de lutte contre les licenciements qu'il y a eu en 2020, les grèves qu'il y a eu et les luttes pour la fermeture des entreprises pendant la période du Covid, les mouvements sociaux, j'en parle même pas, les grands mouvements antiracistes de juin 2020, les grandes manifestations pour le climat de la jeunesse, notamment lycéenne, les mobilisations étudiantes contre les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, le renouveau du mouvement féministe et les manifestations contre les violences sexistes et sexuelles, une nouvelle génération LGBT qui essaye de s'organiser en parallèle des prides pour organiser des prides radicales qui s'affirment anticapitalistes, antiracistes, anti-impérialistes, etc. Dans toute cette vague de phénomènes, c'est difficile d'identifier une, et encore plus plusieurs, interventions clés, interventions décisives dans laquelle ces deux organisations ont joué un rôle fondamental. Et ça, c'est indicatif d'une faiblesse, mais aussi en partie d'une nouveauté. Alors, c'est pas totalement une nouveauté, mais en tout cas, c'est pas consubstantiel à ces organisations.
puisqu'on parle d'organisations qui s'inscrivent dans des traditions qui, dans des moments de lutte de classe, ont joué des rôles importants dans différentes grèves, des rôles marquants. Hein. Si on parle par exemple des années 70, la Ligue comme Lutte ouvrière sont intervenus dans un certain nombre de grèves qu'ils ont marquées avec leur méthode, où ils ont porté des politiques. Qu'on pense à la grève du Crédit Lyonnais qui a donné à Lutte ouvrière sa grande figure, sa grande porte-parole qui est Arlette Laguillet. Des grèves dans les PTT, à la RATP, la grève à l'EGF de Brest, et puis aussi des politiques de ces organisations dans des grèves qu'ils ne dirigeaient pas, mais où ils organisaient toute une logistique de soutien politique, à l'image par exemple de la politique menée par la LCR vis-à-vis de la grève de l'IP en 1973. Dans les années 80, on a aussi des politiques qui sont menées par ces organisations, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais par exemple Lutte ouvrière en 86, dans la lutte des cheminots, impulse une coordination interservices, qui est une politique de coordination qui cherche à répondre aux limites perçues de la coordination des conducteurs, et dont on pourrait discuter, mais en tout cas il mène cette politique. La Ligue intervient, pareil, dans un certain nombre de coordinations. Elle a des figures et des dirigeants étudiants dans la coordination étudiante contre le mouvement de Vaquet. Elle mène aussi une politique dans différents secteurs. Et puis, dans les années 2000, avec encore des limites sur lesquelles on reviendra, mais on peut retrouver Lutte ouvrière à la tête d'un processus comme la lutte contre la fermeture ou face à la fermeture de PSA Aulnay, mais aussi aux côtés de Xavier Mathieu dans la lutte de Continental, et du côté du NPA, Philippe Poutou émerge comme une figure ouvrière dans le cadre de la lutte des Fort Blancfort dans la même période. Si on a du mal à identifier des interventions clés depuis 2016, ce n'est pas que ces partis ont arrêté d'intervenir dans la lutte de classe. Les militants du NPA comme de LO ont pris part à l'ensemble de ces mouvements. Ils ont été en grève, sûrement qu'ils ont contribué à mettre en grève leurs collègues. Ils ont même sûrement organisé, et enfin c'est pas sûrement, c'est la réalité, des grèves localement. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que si on a du mal à identifier des interventions clés, c'est parce qu'ils ont renoncé en partie aux tâches qui sont celles traditionnellement des organes révolutionnaires dans le mouvement ouvrier, dans les grands moments de lutte de classe. Ces tâches, pour en résumer quelques-unes, basiquement, quelles sont-elles ? D'abord, l'auto-organisation, c'est une question centrale. Permettre aux travailleurs de prendre en main leur mouvement, et puis également de se coordonner entre entreprises, entre secteurs. Une deuxième tâche, c'est évidemment d'élargir le mouvement, en travaillant non seulement à l'unité de la classe ouvrière, mais aussi à l'alliance de la classe ouvrière et de l'ensemble des secteurs opprimés. Et puis, une autre tâche, c'est que ces mouvements servent aussi à construire le parti, à être un pont vers la perspective révolutionnaire, et puis à faire des démonstrations dans la lutte de classe, qui est une question importante. Donc je vais essayer de revenir d'abord sur l'intervention de LO et du NPA dans le mouvement ouvrier dans cette dernière séquence. Ensuite, je reviendrai sur la politique menée dans les secteurs dans les mouvements non purement prolétariens ou ce qu'on a appelé plus largement les mouvements sociaux. Et puis, je finirai sur quelques conclusions stratégiques sur ce que ces différentes interventions nous disent des conceptions des uns et des autres, et puis évidemment de comment on peut imaginer une conception alternative, puisque vous imaginez bien que je discute de ces expériences à partir de la stratégie qui est la nôtre au sein de Révolution Permanente et du projet qui est le nôtre de construire une nouvelle organisation révolutionnaire dans l'extrême gauche en France. Je ne me suis pas présenté par ailleurs, donc je m'appelle Paul, je suis militant à Révolution Permanente et membre du comité de rédaction de Révolution Permanente. Et du coup, c'est parti. Donc, pour ce qui concerne le mouvement ouvrier, je vais d'abord revenir sur la question de l'auto-organisation. Du point de vue de l'auto-organisation, les politiques qui sont menées par ces organisations dans la dernière séquence de lutte de classe sont des politiques que je qualifierais de minimales. C'est-à-dire que du côté du NPA comme de lutte ouvrière, on fait un peu d'auto-organisation, on participe aux assemblées générales dans nos boîtes, voire on les organise. On participe aux interpros localement, mais, et c'est le gros souci,
ces cadres d'auto-organisation sont systématiquement, et en particulier dans la dernière séquence de lutte de classe, subordonnés à la forme, au rythme et au contenu du mouvement qui est en cours. C'est-à-dire que l'auto-organisation n'est pas conçue comme le lieu depuis lequel on mène des politiques d'avant-garde qui visent à infléchir le mouvement, à mener des politiques audacieuses pour essayer de répondre à ses limites, mais comme une manière d'accompagner le mouvement, en essayant de mobiliser un petit peu plus les travailleurs, par exemple dans le cadre des assemblées générales. Et donc, on va accompagner la mobilisation, mais sans vocation à la transformer. C'est un peu la même logique avec les interpros, qui jouent un rôle important dans le mouvement ouvrier en France, notamment depuis 1995, mais qui souvent, en tout cas les camarades du NPA et de lutte ouvrière, y interviennent pour mener des actions de base et rarement comme une tranchée à partir de laquelle interpeller le reste du mouvement, penser des politiques qui vont permettre de le transformer, et donc sans vocation à faire de l'auto-organisation le support d'une politique alternative. Cette conception minimale de l'auto-organisation, elle va même plus loin si on considère ce qui est en général le prolongement naturel, logique de l'auto-organisation, à savoir les politiques de coordination. De ce point de vue-là, les politiques de coordination ont été quasiment nulles, voire totalement nulles, du côté de NPA et de lutte ouvrière dans le dernier cycle de lutte de classe. Il y a même eu parfois un boycott ouvert et affirmé, et même justifié, des cadres de coordination. Et la logique qui existe vis-à-vis de ces cadres de coordination, au-delà des désaccords qu'il peut y avoir entre qui initie le cadre, etc., la logique à partir de laquelle on justifie de ne pas y participer, elle est assez emblématique de la conception et de la logique avec laquelle on intervient dans les moments de lutte de classe. Pour prendre un exemple, avec Révolution Permanente, en septembre 2019, on avait impulsé des rencontres RATP-SNCF qui avaient vocation à préparer la grève du 5 décembre et son passage en reconductible en faisant se rencontrer des travailleurs de la RATP, des travailleurs de la SNCF, secteurs qui ont très peu l'habitude de lutter ensemble et qui se connaissent très peu, et surtout d'avoir un embryon de cadre de coordination qui pourrait servir dans le feu de la lutte, dans le feu du mouvement, et se transformer éventuellement en autre chose. Et de ce point de vue-là, une de nos tâches en tant que militants au début de la grève des retraites, ça a été, sur les différents dépôts où on intervenait, d'essayer d'encourager les militants ouvriers à participer à ces cadres de coordination. Ce qui a permis qu'au fur et à mesure de la grève, ces rencontres deviennent ce qu'on a appelé une coordination qui réunissait des représentants d'un nombre conséquent de dépôts de bus, de quelques lignes de métro, et puis d'un certain nombre de gares et de dépôts franciliens de la SNCF. Cette coordination, elle a joué un rôle important dans la grève, parce qu'elle a drainé notamment des militants d'avant-garde, des dirigeants ouvriers sur leurs dépôts. Elle a permis de discuter d'un certain nombre de problèmes auxquels ils pouvaient être confrontés. C'était un secteur qui n'avait pas fait, notamment la RATP, qui n'avait pas fait une telle grève depuis, je crois, 2005-2006. Enfin, ça faisait énormément de temps, donc il y avait un manque de tradition. Donc discuter un petit peu des difficultés auxquelles on se confrontait, mener des actions en commun, organiser les blocages en commun au moment où les forces commençaient à se réduire, pour essayer de continuer d'améliorer le blocage, mais aussi, et je reviendrai sur ça après, interpeller les directions syndicales, et notamment, un moment important, ça a été de refuser la trêve de Noël en organisant une manifestation le 26 décembre et des actions tout au long de la période de Noël pour montrer que la grève ne s'arrêtait pas, même si Martinez avait dit en gros on se retrouve en janvier, sans donner aucune perspective pour la période intermédiaire. Donc cette coordination, elle avait un certain nombre de limites. Tous les gens qui y participaient n'étaient pas mandatés par des assemblées générales, ce qu'on a cherché à pousser, mais voilà, on faisait face à un certain nombre de limites. Mais elle a joué indéniablement un rôle pour pousser dans un certain nombre de directions progressistes et pour essayer de rompre un certain nombre de limites du mouvement à ce moment-là. Et par exemple, l'attitude de lutte ouvrière à cette période a été de boycotter ouvertement et consciemment le cadre
en expliquant par exemple au Technicentre de Châtillon SNCF, où il y a 5 ou 6 militants de lutte ouvrière, que le temps n'était pas encore venu de se coordonner, que pour l'instant, on était déjà dans le dur de la grève reconductible. La priorité était à construire la grève progressivement sur les boîtes, et que d'une certaine manière, on n'avait pas atteint l'optimal du niveau de gréviste qui permettrait de commencer à envisager de se coordonner. Donc une espèce de conception étapiste où d'abord il faut atteindre un certain niveau de grévistes dans un certain nombre de dépôts, et après on peut commencer à envisager de se coordonner. Donc c'est une logique qui est très conservatrice et qui sous-estime justement le rôle de facteur d'entraînement que peut avoir un cadre d'auto-organisation et de coordination aussi embryonnaire et quelles que soient ses limites à un instant T, mais dans le fait justement de porter des politiques et aussi d'entraîner d'autres secteurs dans la grève. Cette logique conservatrice et le fait de limiter énormément les politiques de coordination, c'est pas une nouveauté, hein, c'est quelque chose qui est assez important. C'est une logique, je veux dire, qui est très ancrée chez Lutte ouvrière depuis un certain nombre d'années, y compris dans les moments où c'est Lutte ouvrière qui est en position de force pour proposer un cadre. À la limite, on pourrait dire le cadre, les rencontres RATP-SNCF a été initié par des camarades de Révolution Permanente, donc voilà, c'était plus difficile pour eux d'y intervenir, etc. Mais non, parce qu'en fait, exactement la même logique, par exemple, a été appliquée par les camarades de PSA Aulnay en 2013, au moment de leur lutte en grève reconductible pour la... Bon, je reviendrai sur les revendications, mais en tout cas contre la fermeture du site. Où par exemple, PSA Aulnay à l'époque, les militants de lutte ouvrière qui dirigeaient cette grève, qui était une grève très importante, qui était la grève la plus importante des luttes contre les licenciements qui avaient cours à l'époque dans un certain nombre de secteurs, considéraient que, pareil, il ne fallait pas impulser de coordination, ils considéraient que ce n'était pas une priorité pour eux, au nom du fait que, effectivement, un certain nombre des autres boîtes qui étaient en lutte, mais qui n'étaient pas toutes en grève reconductible, n'étaient pas justement en grève reconductible. Et de ce point de vue-là, comme ils étaient les seuls en grève, ils considéraient que tant qu'il n'y aurait pas un nombre suffisant de boîtes, elles aussi en grève reconductible, ils n'avaient pas à chercher à organiser activement un cadre de coordination entre ces différentes boîtes, qui pour autant ont mené des initiatives en commun autour des Goodyear. Il y a eu des rassemblements devant le Virgin des Champs-Élysées, qui était à l'époque en lutte contre les licenciements. Mais Lutte ouvrière a considéré que ce n'était pas sa tâche, que ce n'était pas une tâche prioritaire, alors qu'encore une fois, il menait la lutte la plus importante, celle sur laquelle les médias et l'intérêt national étaient rivés, puisque c'était la seule boîte à l'époque en grève reconductible. Du côté du NPA, il y a aussi une logique, et en particulier de la direction du NPA, de très peu initier de cadres de coordination qui permettraient de mener le mouvement plus loin que là où il est, voire de le faire déborder les rythmes qui sont imposés par les directions syndicales, parce qu'il y a un profond pessimisme, défaitisme qui fait que, pareil, un petit peu avec le même discours, on explique que ça ne sert à rien de se coordonner, de toute façon on est trop faible, la grève n'en est pas là. Et c'est ainsi que par exemple en janvier 2020, on pouvait lire dans l'Anticapitaliste, dans un article qui revenait sur les tâches du mouvement contre la réforme des retraites, sous la plume d'un des principaux dirigeants de la majorité du NPA, une complainte qui nous expliquait que les cadres interpro tels qu'ils existent aujourd'hui sont, à de rares exceptions près, sont très limités. Ils sont rarement l'émanation de la coordination de secteurs en lutte, car il n'y a pas encore assez de secteurs en lutte. Donc vous voyez une lecture très objectiviste de la situation, qui par ailleurs place sous silence les cadres de coordination existants, parce qu'on considère que comme il n'y a pas assez de secteurs en lutte, de toute façon ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Et puis ceux qui le feraient de toute façon seraient des gauchistes qui se racontent des histoires et qui ont l'impression de revivre le soviet de Pétrograd à Paris en 2019, au nom encore une fois de cette logique défaitiste pessimiste. Tout ça et ce rapport à l'auto-organisation, ça conduit à proposer peu de politique pour le mouvement
aucune politique du coup de fraction, et au mieux une politique avec le mouvement, au sens d'une politique qui accompagne le mouvement, qui l'améliore à la marge, qui organise des AG localement, mais rien qui ressemble aux politiques d'avant-garde que, y compris ces organisations théorisées comme étant des dimensions centrales de l'intervention des révolutionnaires, notamment dans les années 70 quand elles confrontaient leurs interventions dans la lutte de classe. Cette logique vis-à-vis de l'auto-organisation, elle se retrouve dans la logique adoptée vis-à-vis du programme et de la question du programme, qui est aussi et qui recouvre aussi la question de la politique qu'on mène pour tenter d'élargir le mouvement. Parce que pour les révolutionnaires, l'auto-organisation, c'est le support de politiques qui ont notamment vocation à l'extension du mouvement. Et de ce point de vue-là, inutile de vous dire que le rapport que je viens de décrire à l'auto-organisation, il va de pair avec un rapport aux politiques, notamment programmatiques, un peu de même nature, c'est-à-dire qu'on se subordonne systématiquement au programme imposé par les directions syndicales, c'est-à-dire un programme en général toujours très défensif, donc le rejet de la loi dans son ensemble, dans le meilleur des cas, ou la négociation d'une loi au rabais qui enlèverait certains des aspects les plus néfastes dans le pire des cas. Et du coup, dans ce cadre-là, la lutte au sein de la grève, c'est conçu comme une tâche essentiellement militante, essentiellement activiste. La tâche des militants, en fait, c'est de militer plus fort. Les révolutionnaires sont révolutionnaires parce qu'ils militent plus fort que les autres. C'est ça qui les distingue en dernière instance des bureaucrates. Et le travail d'extension, c'est le travail de conviction des collègues un par un, ou le fait d'aller tracter devant une entreprise. Et du coup, évidemment, pour le faire advenir, pour réussir, il faut que les grévistes mettent plus d'énergie à mobiliser leurs collègues. C'est ce qui ressort, par exemple, quand on lit les différents articles qui sont écrits au fil de la grève contre la réforme des retraites, où ce qu'on retient, c'est qu'il faut gréver plus fort, entre guillemets, et manque totalement une réflexion politique sur comment la lutte de classe est aussi une lutte politique, et les formes qu'elle prend, elle est aussi déterminée par son contenu. Et donc, il y a une tâche de trouver le contenu qui va permettre d'agréger un certain nombre de secteurs qui ne sont pas en lutte à un instant T. Et ça, c'est une question importante parce que, par ailleurs, au-delà de la question de l'extension du mouvement, nous, on considère qu'on ne peut pas dissocier la détermination des grévistes de la forme de la lutte et du programme. C'est quelque chose que dit Trotsky, par exemple, dans Où va la France, une citation qu'aime beaucoup Anas, mais que les travailleurs, ils ne veulent pas faire des journées isolées pour des mesures partielles, et ils sont prêts à mener des luttes déterminées, reconductibles, de sacrifier du salaire, si le jeu en vaut la chandelle. Et de ce point de vue-là, le bilan de la division des secteurs qui ont marqué la dernière séquence de lutte de classe, que ce soit 2016, 2018, le mouvement des Gilets jaunes, ou 2019, la grève des retraites, c'est qu'il y a des secteurs importants de notre classe qui ont considéré que le jeu n'en valait pas la chandelle. Et par ailleurs, il n'y a pas grand monde, notamment du côté des directions syndicales, donc des directions officielles du mouvement ouvrier, qui a travaillé à les convaincre du contraire. Et cette conception, en fait, que je qualifierais de luttiste de la lutte de classe, c'est-à-dire qu'on conçoit la lutte de classe que sous le prisme de la détermination, de la mobilisation de la lutte, et peu sous le prisme politique, je pense que là aussi, c'est un retour en arrière par rapport aux conceptions qu'ont pu avoir les révolutionnaires historiquement. Et surtout, encore une fois, ça conduit à se subordonner systématiquement aux directions syndicales. C'est difficile, par exemple, de penser, face à la réforme des retraites, quel programme pour les retraites défendent Lutte ouvrière et le NPA. Je veux dire, ils n'ont pas fait de cette grève l'occasion de faire une tribune pour une autre conception des retraites pour laquelle ça vaudrait la peine de se battre, et pas seulement quand on défend son régime spécial. À petite échelle, on a essayé, par exemple, dans la coordination RATP-SNCF, de façon embryonnaire là aussi, mais de briser cette logique. Et c'est pour ça que, par exemple, les grévistes, le 31 décembre, de la coordination RATP-SNCF, lors de leur contre-vœu, expliquaient évidemment qu'il fallait être déterminé, lutter, etc., qu'ils lâchaient rien, mais aussi expliquaient que, voilà, je cite,
Contre l'idée d'une réforme façon Delevoye et BlackRock, nous appelons à la mise en place d'une réforme financée par le patronat pour permettre aux millions de travailleurs de partir plus tôt, avec une pension calculée à minima sur les 6 derniers mois de salaire. Et la logique qu'il y avait autour de ça, c'est comment on dialogue avec des secteurs de précaires, des secteurs du privé, sur la nécessité pour eux aussi de rentrer en lutte, mais aussi sur le fait qu'on n'est pas juste en train de se battre pour défendre un régime spécial qui est un acquis ouvrier qu'on défend évidemment, mais qu'on est pour que l'ensemble des travailleurs aient des retraites nivelées par le haut. Et si vous vous rappelez des interventions d'Anas dans les médias à l'époque, c'était un des axes aussi de son discours, la question du nivellement par le haut, qui était une question importante. Cette logique vis-à-vis du programme, encore une fois, ce n'est pas un hasard, ils n'ont pas oublié de le faire, ça correspond aussi à une logique plus profonde. C'est-à-dire que l'idée, d'une certaine manière, c'est ce que j'ai qualifié de conception luttiste, que la lutte de classe serait avant tout des travailleurs qui se mettent en mouvement, et finalement le contenu de ce mouvement importerait moins que combien se mettent en mouvement, dans combien de secteurs et pendant combien de jours. Lutte ouvrière, là encore, a donné un exemple de ces conceptions de façon assez frappante dans les bilans qu'elle a tirés au moment de 2018, au moment de la fin de la lutte des Ford-Blanquefort, sur la lutte contre les licenciements. Je rappelle que Lutte ouvrière a été quand même à la direction de 2 des principales grèves des luttes contre les licenciements qui ont eu lieu depuis 2008, à savoir la grève de Continental et la grève de PSA Aulnay. Et en 2018, en dialogue avec notamment les militants du NPA, Lutte ouvrière expliquait que la question la plus centrale quand on mène une lutte contre les licenciements, c'est de faire comprendre aux travailleurs que la seule chose qui compte, c'est de se battre pour sauver au mieux notre peau. Et dans cet article, que je vous enverrai si ça vous intéresse par ailleurs, en fait, ils mettent systématiquement dos à dos la lutte pour la défense de l'emploi et le sauvetage de l'usine, et la lutte pour obtenir le chèque le plus gros possible avec son licenciement. C'est-à-dire qu'ils considèrent que finalement, le contenu de la lutte a moins d'importance que le fait que les travailleurs comprennent que la lutte, c'est à eux de se mettre en mouvement. Vous voyez un petit peu comment ils formulent les choses. Et le programme, du coup, finalement, serait un aspect secondaire. Et dans la lutte de PSA Aulnay, par ailleurs, beaucoup de leurs bilans et de leurs articles sur cette lutte relativisent systématiquement cette question du programme. Et si j'étais, si je bafouillais un peu au moment de dire la lutte contre, c'est parce que justement le programme pour lequel se sont battus les travailleurs de PSA Aulnay a toujours été un peu flou, et il y a toujours eu une espèce de confusion entre, au départ et à certains moments, la défense de l'emploi et le refus de la fermeture du site. Pour rappel, on parle de la fermeture d'un site de PSA découvert en 2011 et annoncé finalement en 2012 avec une grève en juillet 2012 et avec une grève qui commence finalement en 2013. Donc, on considère que finalement le programme n'a que peu d'importance. Or, vous imaginez bien que du point de vue de l'ensemble de la classe ouvrière, par exemple, ou des secteurs opprimés qui regardent la lutte de PSA Aulnay, savoir si ces travailleurs y luttent pour obtenir le plus gros chèque possible avec leur licenciement, ou s'ils luttent pour défendre la survie de cette usine, la défense de l'emploi, la possibilité d'embaucher des jeunes qui aujourd'hui sont au chômage, vous imaginez que ça change quelque chose politiquement. La classe ouvrière, elle ne joue pas le même rôle, et d'une certaine manière, la revendication des chèques, entre guillemets, c'est une revendication qui est individualisante, qui est partialisante, c'est une revendication qui appartient aux travailleurs de PSA et qui malheureusement concerne très peu le reste des travailleurs, parce que finalement, s'ils obtiennent un chèque plus ou moins gros grâce à leur lutte, tant mieux pour eux. Mais qu'est-ce que ça va apporter au reste des travailleurs et au reste des travailleurs qui luttent contre les licenciements, alors que la lutte pour l'emploi, c'est aujourd'hui une lutte qui concerne l'ensemble de la société. Donc pour nous,
le programme et le contenu de la lutte, elle détermine aussi sa capacité hégémonique, sa capacité à embrasser, à dialoguer avec des secteurs de la classe et des secteurs de la société plus larges, et donc de faire de ces luttes non seulement des moments de lutte, d'affrontement avec un patron, mais aussi des moments, des écoles de guerre, des moments de politique où les travailleurs montrent qu'ils aspirent à plus qu'à se défendre, qu'ils aspirent à diriger la société, et qu'ils aspirent à le faire au profit de l'ensemble de ceux qui aujourd'hui sont exploités et opprimés par ce système, et autour de revendications qui les concernent toutes et tous. Pour prendre un autre exemple tiré d'une des luttes qu'on a menées avec RP récemment, la lutte de Grand Puy, par exemple, a impliqué au départ une bataille importante au sein des grévistes et au sein des syndicats, mais sachant que nous on avait mené une lutte pour que les syndicats soient subordonnés à l'AG des grévistes, pour que les revendications ne portent pas uniquement sur les conditions de reclassement dans d'autres entreprises ou sur les chèques pour ceux qui décidaient de partir, mais que ça inclut une dimension importante sur la défense de l'emploi. Ça a été une bataille parce que pour beaucoup de travailleurs, notamment des travailleurs du pétrole, qui c'est l'aristocratie ouvrière, qui sont des travailleurs qui ont des salaires assez importants, etc., quand on se fait licencier ou quand on voit son emploi supprimé, la réaction naturelle, c'est un peu sauf qui peut, et comment je vais essayer de défendre ma peau et d'obtenir le chèque le plus important possible. Ça a impliqué une bataille à l'issue de laquelle la question de l'emploi est devenue une composante centrale. C'est ce qui a permis, par exemple, de faire tenir la grève reconductible à un moment où justement la boîte était prête à avancer sur la question des chèques, mais pas sur la question de l'emploi, parce que vous imaginez que Total, sa politique habituellement, on parle d'une multinationale, une des principales multinationales mondiales, qui a des milliards de super profits, c'est d'arroser les salariés pour s'éviter une grève et puis pouvoir passer à autre chose. Il y a eu cette bataille. Et c'est à partir de cette bataille et du programme écologique sur la question de la reconversion du site, sur la question du contrôle ouvrier et des questions que ça posait sur l'avenir de la planète et sur quelle politique écologique on menait, qu'on a pu mener des politiques d'alliance, non seulement avec des secteurs du mouvement écolo, mais aussi de dialogue avec les populations locales, auxquelles on expliquait qu'on n'est pas juste en train de se battre pour partir avec le plus gros chèque possible, on est en train de se battre pour que la raffinerie de Grand Puy continue d'offrir du taf à vos enfants, tout simplement. Et vous voyez que ça ne détermine pas le même type de combat, le même type de détermination, mais comme je l'ai dit, ça implique une bataille. Et ça, c'est une question clé. Parce qu'en réalité, si les questions de programme sont si vite liquidées par une organisation comme LO, par exemple, dans une grève comme PSA Aulnay, c'est qu'il y a une tendance importante à s'adapter à la conscience du travailleur moyen ou de ce qui est perçu comme la conscience du travailleur moyen, ce qui est pire parce que parfois, et l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire est remplie de scénarios de ce type, parfois les révolutionnaires projettent leur propre scepticisme sur les travailleurs, mais effectivement, lutter pour un programme maximal, lutter pour porter des revendications transitoires dans le cadre de grèves où les emplois de centaines d'ouvriers sont engagés, ça implique une bataille politique, ça implique un travail de conviction, mais en même temps, c'est déterminant pour que ces grèves elles soient quelque chose de supérieur. D'autant que dans le cas des fermetures d'usines, la bataille pour l'échec a été rétrospectivement analysée par beaucoup d'acteurs de ces luttes, par beaucoup de travailleurs, comme une erreur stratégique. Et c'est quelqu'un comme Xavier Mathieu, par exemple, qui, je ne sais plus dans quelle interview, mais explique à quel point, rétrospectivement, il s'interroge sur cette stratégie quand il voit tous les travailleurs qui, une fois le chèque parti dans le fait de faire survivre sa famille pendant quelques mois dans des régions qui sont sinistrées par le chômage, se sont suicidés, sont rentrés dans la dépression, sont tombés dans l'alcool, etc. Ou même avant, par le simple fait qu'ils avaient perdu leur travail, ont eu énormément en fait, de difficultés à surmonter la violence que constitue aujourd'hui le chômage dans une société où le travail est une question centrale. Donc vous voyez, cette question du programme, elle est déterminante pour amener les luttes plus loin
que là où elles sont. Elle est déterminante pour mener des politiques audacieuses, d'alliance, d'extension des mouvements, mais du point de vue des révolutionnaires, elle est aussi déterminante pour essayer de penser comment ces luttes sont un pont, non seulement vers une avancée de la conscience de classe, mais aussi vers la construction de bastions qui comptent des ouvriers révolutionnaires. Et de ce point de vue-là, tout le travail de la Troisième Internationale, puis de Trotsky, ça a été d'élaborer le fameux programme de transition qui essayait de faire le pont entre les revendications immédiates des travailleurs et la nécessité de renverser le capitalisme, pour le dire très rapidement. Vous imaginez qu'évidemment, si on liquide ne serait-ce que des politiques plus offensives sur la question de l'emploi, on liquide aussi la perspective de porter un programme qui ouvre la voie à gagner des secteurs et à faire des démonstrations sur la perspective révolutionnaire et à gagner des batailles en ce sens. En lien avec tous ces éléments, et c'est une question en fait en réalité qui les chapeaute en partie, il y a la question de l'attitude vis-à-vis des directions syndicales, parce qu'en fait tous ces éléments que je viens de souligner sont liés et indissociables de l'attitude vis-à-vis des directions syndicales, puisqu'évidemment quand on ne mène pas les politiques d'auto-organisation pour changer les contours du mouvement, quand on ne dispute pas sur le terrain programmatique du contenu de la lutte, ce qu'on fait, c'est qu'on se subordonne au cadre qui est fixé par celles qui dirigent, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui le mouvement ouvrier, à savoir les bureaucraties syndicales. Et de ce point de vue-là, Lutte ouvrière et le NPA justifient de façon un petit peu différente leur refus de mener une bataille ouverte contre les bureaucraties syndicales dans le cadre des mouvements. Du côté du NPA, l'attitude vis-à-vis des directions syndicales est directement héritée de la façon dont a été vécue l'offensive néolibérale. La conception qui irrigue le NPA à sa création et encore aujourd'hui énormément la direction historique du NPA, c'est l'idée que le mouvement ouvrier serait encore en train de panser ses plaies du néolibéralisme. Il aurait été littéralement ravagé par une offensive libérale dont je ne suis évidemment pas en train de nier ce qu'elle a constitué comme offensive importante contre la classe ouvrière, mais que de ce point de vue-là, une des tâches centrales serait d'accompagner, d'aider, de participer à la reconstruction du mouvement ouvrier. Et qui dit participer à la reconstruction du mouvement ouvrier de leur point de vue, dit le faire de façon loyale vis-à-vis des directions syndicales, qu'il ne faudrait surtout pas attaquer trop violemment, parce que par ailleurs, ce serait perçu comme une attaque contre les syndicats qui sont déjà bien mal en point. Et du coup, d'une certaine manière, les directions syndicales, elles font ce qu'elles peuvent avec un mouvement ouvrier meurtri. Et notre rôle, c'est de faire ce qu'on peut avec notre programme, mais sans leur mettre trop de bâtons dans les roues, parce qu'elles sont dans des conditions très difficiles. Et d'une certaine manière, la bataille contre elles se mènera dans un moment plus tard, un petit peu, on retrouve un peu cet optimal un petit peu fantasmé. À un moment, le mouvement ouvrier peut-être ira mieux, et à ce moment-là, on s'occupera de lutter contre les directions syndicales. Donc une logique à nouveau qui est étapiste, mais qui va même plus loin en réalité, parce que de ce constat-là, on va jusqu'à cautionner, voire soutenir la politique parfois des directions syndicales. Par exemple, toujours sur la grève des retraites, en 2020, le NPA peut écrire, un des principaux dirigeants du NPA peut écrire « La politique des directions de la CGT et de Solidaire ne sont pas vraiment critiquables actuellement. Martinez passe son temps à expliquer que tous les salariés doivent se mettre en reconductible dans tous les secteurs. » Donc là, on nous explique non seulement que la politique n'est pas trop critiquable, parce qu'en fait, Martinez, d'une certaine manière, serait en train de faire le taf. Et en fait, l'argument qu'il y a derrière, c'est l'argument qu'utilise mot pour mot Martinez pour justifier le fait que des secteurs, par exemple dans la grève des retraites, le secteur des transports, soit isolé, c'est qu'il n'aurait pas de bouton, il n'aurait pas de levier pour permettre à ce que le mouvement s'étende à d'autres secteurs, etc. Donc, on a une logique d'adaptation au discours qui, en fait, en dernière instance, sert de caution totalement à la politique des bureaucraties syndicales. Et parfois, ça va même plus loin, parce que le corollaire de ce que je disais sur ce défensisme de la période, l'idée qu'on serait dans une situation où on est meurtri, il faut penser ses plaies, c'est une conception du front unique qui pourrait se résumer en disant l'unité à tout prix, l'unité d'abord,
et qui conduit, par exemple dans la dernière séquence de lutte de classe, en 2018, dans la lutte contre la réforme du rail, un certain nombre de cheminots du NPA à défendre la politique de la grève perlée de la CGT. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc, la CGT mène la réforme du rail en 2018 en décidant de modalités de grève où on fait 2 jours de grève par semaine, on reprend le travail 3 jours et on refait 2 jours de grève. Donc des modalités perlées qui vont en fait conduire l'entreprise à pouvoir totalement s'organiser parce qu'elle sait quand les grévistes seront en grève. Elle fait travailler des cadres et des gens qui ne font pas grève sur les moments où les gens vont être en grève et on sait qui va être en grève. Et puis le reste du temps, les gens travaillent. Politique qui a été un obstacle énorme, qui a conduit une défaite très importante au début du quinquennat Macron, dans une bataille qui a été très importante. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de l'importance qu'avait cette bataille à l'époque, les cheminots contre la Macronie, le premier grand affrontement d'un secteur central de la classe ouvrière contre le gouvernement. Et donc, voilà, on va cautionner cette politique parce que finalement, elle ne serait pas si critiquable que ça, elle correspondrait à une expérimentation, et puis pourquoi pas. Du côté de lutte ouvrière, le discours est un petit peu plus subtil et aussi un peu plus pernicieux en réalité sur la question des bureaucraties syndicales. Il y a en gros 3 arguments. 2 arguments officiels et un argument qu'on retrouve quand on lit leur presse. Le premier argument, c'est que critiquer les directions syndicales alimenterait les illusions de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'en disant que la CGT mène une politique traître, ne met pas tous les secteurs en reconductible, on laisse entendre à la classe ouvrière que ce traître de Martinez pourrait mener une politique différente. Donc, en fait, on participerait activement à entretenir l'influence des bureaucraties syndicales sur notre classe en les interpellant, en critiquant leur politique. Et puis, le deuxième aspect de cette logique, c'est de dire que de toute façon, c'est inutile. Elles ne bougeront pas, ça ne sert à rien. Il ne nous reste qu'à mener notre politique de notre côté, à faire le mieux, à faire éventuellement des démonstrations, à mettre nos collègues en grève. Et puis, de cette manière, peut-être qu'à un moment, la base débordera d'elle-même, etc. Donc ça, c'est les arguments officiels qui sont affichés. Je reviendrai après sur pourquoi ça me paraît être une illusion centrale, mais d'abord parce que, évidemment, ça suppose un espèce de déni de l'influence qu'exercent de facto aujourd'hui les bureaucraties syndicales et de la nécessité pour quiconque se pose comme une direction alternative dans le mouvement ouvrier de s'affronter à la direction officielle. Peu importe qu'il y ait des travailleurs qui croient plus ou moins en Martinez, en l'occurrence c'est quand même aujourd'hui un des principaux, quelqu'un qui est perçu comme le principal dirigeant de la classe ouvrière en France. Mais ce discours-là sur le fait que ça servirait à rien cache quand même une logique plus proche de celle du NPA d'adaptation à beaucoup de mouvements, à beaucoup de moments. Pour ça, je vais vous lire par exemple cette citation sur le bilan qui a été fait au moment de la loi travail par Lutte ouvrière, où Lutte ouvrière expliquait « La CGT a pu assurer la direction du mouvement jusqu'au bout de l'épreuve de force, en premier lieu parce qu'elle n'avait pas à craindre d'être débordée par la base. En fait, la politique qu'elle proposait correspondait au mouvement lui-même au niveau de la mobilisation. Il est incontestable que son choix et le fait de s'y tenir pendant plus de 3 mois correspondaient aux intérêts des travailleurs et du mouvement de contestation. » Donc vous voyez qu'on nous explique que la CGT a mené la politique qu'il fallait et qui correspondait exactement au niveau de mobilisation et de détermination des travailleurs, et que du coup, ces directions syndicales dont on nous explique quand même qu'il ne faudrait pas les interpeller pour ne pas laisser entendre qu'elles seraient du côté du mouvement ouvrier et pour ne pas donner des illusions, on nous dit texto que leur politique correspond aux intérêts des travailleurs, dans un mouvement où c'est d'autant plus scandaleux que la loi travail, c'est un mouvement où la bureaucratie syndicale a joué un rôle très important pour isoler notamment les cheminots du reste du mouvement et aussi pour isoler les quelques secteurs en grève, notamment du côté des raffineries. Mais des discours comme ça, on les retrouve y compris en 95 dans le bilan que fait Lutte ouvrière, par exemple, de la grève de 95, où pareil, on nous explique que finalement les bureaucraties syndicales se sont mis au diapason de la détermination des travailleurs. Je vais essayer d'avancer un peu rapidement, mais en tout cas,
cette politique, vous voyez, elle conduit dans les faits à abandonner une politique de fraction révolutionnaire dans les mouvements de lutte de classe, mais elle a une conséquence encore plus terrible, c'est qu'en retirant la question, un facteur agissant central du tableau de ces expériences de lutte, notamment la politique des directions syndicales, elle empêche de tirer des bilans corrects de ces mobilisations, et ça participe énormément à alimenter ce défaitisme et ce pessimisme qui peut exister dans ces organisations, mais aussi dans des secteurs de notre classe et contre lesquels nous on doit lutter. Par exemple, au moment du mouvement des Gilets jaunes, Lutte ouvrière comme le NPA nous expliquait que le mouvement des Gilets jaunes avait montré à quel point un mouvement, aussi radical soit-il, avait besoin du mouvement ouvrier pour aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, il n'avait pas permis de résoudre la question de comment faire pour que ça arrive. Donc finalement, à chaque fois, systématiquement, la responsabilité de l'échec du mouvement est rejetée sur les travailleurs, sur ceux qui ont lutté, qui auraient dû lutter plus, ou alors qui n'étaient pas assez déterminés pour qu'on leur propose un plan de bataille qui aille plus loin. Cette logique et cette absence de politique de fraction, on la retrouve sous des formes différentes dans l'attitude vis-à-vis des mouvements non prolétariens et de ce qu'on a appelé les mouvements sociaux. Le mouvement écolo, le mouvement féministe, le mouvement antiraciste a beaucoup souffert, je pense, d'avoir émergé, en tout cas de s'être structuré de façon très importante dans les années 70 et d'avoir été utilisé par des franges de l'intelligentsia et aussi des secteurs du mouvement ouvrier comme un sujet social alternatif à la classe ouvrière, petit bourgeois qui viendrait supplanter les archaïsmes du mouvement ouvrier, et toute une logique qui a été défendue vis-à-vis de ces mouvements, à laquelle, en réaction, il y a eu des politiques, évidemment, pas en réaction à ce discours, mais je veux dire en face, des politiques des bureaucraties, de dire que ces mouvements étaient des mouvements qui ne concernaient pas la classe ouvrière au premier chef, des mouvements petits bourgeois, à laquelle il y a eu une adaptation de secteurs de l'extrême gauche de façon importante. Mais en réalité, dans la tradition révolutionnaire, ces mouvements sont conçus comme des composantes importantes de la contestation face au système, et le fait qu'ils soient portés par des forces interclassistes, qu'ils aient parfois des limites, etc., ne remet pas en cause la nécessité pour les révolutionnaires d'y intervenir, mais aussi de penser des politiques audacieuses qui permettent de lier ces mouvements aux mouvements ouvriers. Et de ce point de vue-là, la politique du NPA comme de lutte ouvrière vis-à-vis de ces mouvements est marquée par des formes différentes d'abstentionnisme. La première variante de l'abstentionnisme, c'est la variante sectaire, on va dire, la variante de lutte ouvrière, qui est de dire que ces luttes ne concernent pas la classe ouvrière, qu'elles se trompent de chemin. Parfois, on est dans le mépris direct, voire dans le rejet. Parfois, on est plus dans la condescendance, genre « c'est très bien ce que vous faites, mais dommage que vous ne soyez pas le sujet de la révolution, du coup, on ne va pas pouvoir s'intéresser à vos préoccupations. » Et donc, ces mouvements-là sont ignorés et leurs revendications sont subordonnées à l'accession future de la classe ouvrière au pouvoir qui, quand elle sera à la tête de la société, pourra changer ces mouvements. Cette conception, elle est aussi profondément économiciste, parce qu'elle considère que la classe ouvrière n'est pas concernée par les revendications et les préoccupations que portent ces mouvements, voire même qu'elle ne participe pas à aucun moment à ces mouvements. Ce que la réalité, infirme en permanence, puisque évidemment que la classe ouvrière est aussi préoccupée par la question écologique, par la question antiraciste, qu'il y a des ouvrières, des travailleuses dans le mouvement des femmes, qu'il y a des personnes LGBT ouvrières dans le mouvement LGBT, etc. etc. Parce que la logique de lutte ouvrière, c'est une logique qu'on qualifie traditionnellement d'économiciste, c'est de considérer que la classe ouvrière, ses revendications, la façon dont elle peut se développer politiquement, c'est à partir du terrain économique, du terrain de la production, mais entendu au sens strict, de l'affrontement
avec le patron, et que les revendications qui se situent en dehors de ce champ, finalement, la concernent parfois, mais en deuxième lieu, il n'y a pas à mener de politique active sur ce terrain-là. Donc, par exemple, les luttes antiracistes sont ignorées, et on nous explique que si ces questions existent, elles doivent être subordonnées à la lutte de la classe ouvrière. Et c'est incarné effectivement par cette citation d'un camarade de lutte ouvrière qui nous explique que quand un mec de quartier vient me parler de racisme, je lui parle de chômage, car c'est le terrain qui nous unit. Donc l'idée qu'il faudrait systématiquement revenir au terrain économique pour dialoguer avec, par exemple, des personnes des quartiers populaires, alors que évidemment le chômage est une question centrale dans les quartiers populaires, mais le racisme et les violences policières également. Et le problème, c'est que quand tu ne mènes pas de politique antiraciste, quand tu ne réfléchis pas de façon révolutionnaire, ouvrière, à la question antiraciste, à la question écolo, comme on ne vit pas dans le vide, tu es forcément aussi contaminé par les conceptions des autres. Et le fait de ne pas réfléchir à ces questions contribue énormément à ce que lutte ouvrière ait pu s'adapter de façon importante à l'offensive islamophobe à de nombreux moments, notamment en 2017. C'est de 2017 que date leur dernier texte très très problématique sur cette question à propos de l'islamophobie. Leur position s'est un peu infléchie face aux mobilisations à la manifestation du 10 novembre 2019, comme c'est souvent le cas avec lutte ouvrière, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à ces questions jusqu'à ce qu'il y ait une mobilisation suffisamment massive pour qu'on soit obligé de la prendre en compte, et dans ce cas-là, on y va avec ses drapeaux, on écrit un article pour dire que c'est bien qu'ils luttent, mais c'est la classe ouvrière qui peut changer leur situation, et puis après on s'arrête là en général. Mais c'est exactement la même politique, pour dire, cette politique vis-à-vis de l'antiracisme, mais c'est exactement la même politique qui les a conduits à ignorer totalement le mouvement des Gilets jaunes, en se limitant à aller discuter ponctuellement avec certains Gilets jaunes, mais sans considérer qu'il fallait intervenir dans ce mouvement. Et puis cette logique, c'est aussi une logique qui est liée, encore une fois, à des formes d'adaptation à ce qui est perçu comme la conscience du travailleur moyen. Parce qu'en réalité, par exemple sur le terrain féministe ou sur le terrain LGBT ou même sur le terrain antiraciste, en fait, évidemment, il y a des conceptions très ouvriéristes, très économicistes, mais il y a aussi une conception qui est de dire on ne va pas trop aller leur parler des questions LGBT parce que s'il faut, dans mon usine, les gens sont un peu réacs et j'ai surtout pas envie d'avoir à batailler politiquement avec eux sur ce terrain, que par ailleurs je considère comme un terrain relativement minoritaire. Et finalement, on retrouve un petit peu la même logique que quand on s'adapte au programme minimal de la défense des chèques sur une lutte contre les licenciements. C'est-à-dire, quel rôle tu joues dans ton secteur, dans ton usine, si ce n'est pas d'essayer de pousser des revendications qui ne viendraient pas naturellement ou qui sont portées que par des franges minoritaires des travailleurs. La deuxième variante de l'abstentionnisme, c'est le mouvementisme. C'est-à-dire que, et du coup c'est la conception plus du NPA, c'est-à-dire qu'on liquide le rôle hégémonique de la classe ouvrière et on liquide le rôle du parti au profit d'un accompagnement, d'une participation loyale, comme ils disent souvent au NPA, à ces mouvements sociaux, où, un petit peu comme dans le mouvement ouvrier, on ne va rien faire pour porter un programme, une perspective alternative. C'est particulièrement fort dans le NPA, parce que c'est quand même une organisation qui a été irriguée par cette conception dès son origine, quoi. Le NPA a été conçu quand même comme un parti des luttes, comme le parti du mégaphone, qui non seulement diluait à l'occasion de la formation de ce parti la question de la centralité stratégique de la classe ouvrière, où on nous expliquait qu'on ne savait pas quel secteur était le sujet révolutionnaire, qu'aujourd'hui c'était plus compliqué que ça, et qu'en réalité il n'y avait plus vraiment de sujet révolutionnaire parce que le mouvement ouvrier était trop faible pour jouer un rôle central. Et du coup on participe aux luttes, mais sans rien y faire qui permet d'exprimer une politique alternative, ou alors sans bataille très nette avec les directions du mouvement, auquel, comme avec les directions syndicales, on accorde le primat de la lutte.
Alors le NPA et la LCR est une tradition du trotskisme qui est quand même beaucoup plus ouverte que la tradition de LO, qui a su, dans les années 70, mener des politiques, je veux dire, par exemple dans le mouvement féministe, essayer de se lier avec des contradictions sur lesquelles je ne reviens pas, mais à des secteurs d'avant-garde dans ces mouvements, mais qui aujourd'hui se contentent de venir avec ces drapeaux dans les manifestations, qui a parfois pris des initiatives progressistes. Par exemple, pendant le mouvement contre la loi sécurité globale, le NPA a été à l'initiative d'une manifestation qui liait la lutte contre la loi séparatisme et la lutte contre la loi sécurité globale, qui était un grand oublié de la période où les directions de la loi sécurité globale faisaient comme si cette question n'existait pas. Mais le problème, c'est que cette initiative, elle n'était pas conçue comme un point d'appui dans une lutte contre les directions, et notamment les bureaucraties, la SNJ-CGT, des journalistes, qui luttaient ouvertement, on a eu des discussions, pour ne surtout pas parler de cette question, de la loi séparatisme, alors que les deux lois, qui sont deux lois sécuritaires en dernière instance, étaient mises en place au même mouvement. Dans le mouvement féministe, où le NPA a aussi une intervention qui est importante, enfin, c'est un secteur important de l'organisation, c'est la même chose, c'est-à-dire que le NPA, par exemple, participe et a pris l'initiative d'un cadre intéressant qui est la coordination féministe, qui essaye de coordonner des secteurs radicaux du mouvement des femmes et du mouvement LGBT en France. Mais ce cadre est pensé uniquement comme un cadre loyal de construction du mouvement, dans lequel les batailles politiques et les divergences stratégiques doivent être mises sous le tapis pour assurer l'unité de collectifs très hétérogènes. Et donc, pour réunir tout le monde, pour avoir cette unité à tout prix, du coup, on tait notre perspective en propre. Et puis ça tombe bien parce que notre perspective en propre est tellement diluée qu'aujourd'hui c'est difficile de déterminer quelle est exactement la stratégie des secteurs, notamment de la majorité du NPA, qui portent ce type d'intervention. Donc une logique d'abstentionnisme en dernière instance, parce que participation sans politique, en gros. Donc on a soit une politique de non-participation, soit une participation sans politique, et au final, malheureusement, ça revient au même, c'est-à-dire que les révolutionnaires ne luttent pas dans les mouvements sociaux pour y créer des fractions dont la politique est de lier les revendications de ces secteurs aux revendications de la classe ouvrière, pas de les supprimer, pas de les faire disparaître, mais de les lier et de mener des convergences, mais une convergence entendue dans notre cas, non pas comme une convergence des luttes d'un ensemble de secteurs éclatés qui convergeraient vers un point, mais comme une convergence organisée autour du sujet révolutionnaire qu'est la classe ouvrière, dont la position stratégique lui permet de jouer ce rôle d'opérateur, de coordinateur de tous les opprimés, et de mener la révolution à son terme en alliance avec ces secteurs. Pour finir, ce retrait dans les interventions sur lequel j'insiste avec des limites et des débats qu'on peut avoir, il n'est pas consubstantiel à ces organisations, c'est des choix, c'est des tournants à certains moments. Il est lié, dans les deux cas, à une adaptation profonde à la période de recul qui a marqué les années 90 et l'offensive néolibérale, qui a été vécue et dont la conséquence a été, pour le NPA, une dilution totale dans n'importe quel mouvement qui soit, et du côté de LO, qui avait un terrain favorable, pour le dire comme ça, un repli sur le fait de défendre une orthodoxie un peu même très figée, en attendant un peu que la tempête passe, et essayer de maintenir les positions, de maintenir le drapeau du communisme révolutionnaire, comme on dit. Et cette logique défaitiste, pessimiste, elle imprègne énormément les interventions de ces organisations encore aujourd'hui. Ça correspond, et je l'ai dit, à deux débats stratégiques centraux, à mon avis, trois plutôt débats stratégiques centraux. Tous ces débats peuvent être subsumés sous trois questions centrales. La question de la centralité de la classe ouvrière, la question de la bataille contre les bureaucraties syndicales et politiques, et la question du rôle du parti. Sur la question de la centralité de la classe ouvrière, je l'ai dit, nous, et vous l'avez compris dans l'UDT, je ne vais pas y revenir, nous on considère que
la classe ouvrière est un sujet révolutionnaire, et le sujet révolutionnaire, non pas parce qu'elle serait plus opprimée que les autres, non pas parce qu'elle souffrirait plus que les autres, mais parce que notre compréhension scientifique du capitalisme nous pousse à comprendre qu'il y a un sujet qui détient à la fois une position stratégique, mais qui en même temps est suffisamment dominé pour avoir envie de renverser ce système, et que c'est la classe ouvrière. Et qu'en partant de là, on considère non pas qu'elle doit défendre juste ses intérêts en tant que classe ouvrière sur un terrain strictement économique, mais qu'elle doit se lier à l'ensemble des opprimés, porter un programme en lien avec leurs revendications, etc. Ça, c'est une question centrale et c'est un des nœuds des désaccords entre nous et le NPA et Lutte ouvrière. La question du rôle des bureaucraties syndicales et politiques, elle est liée de façon très importante à la conception du front unique. Du côté de Lutte ouvrière, une forme de rejet de la politique du front unique, un rejet un petit peu sectaire, un petit peu gauchiste de la politique du front unique. Du côté du NPA, une conception du front unique qui le transforme en politique d'unité à tout prix, peu importe le programme, peu importe la lutte, et qui conduit à liquider ce qu'était le front unique, c'est-à-dire une tactique pour évidemment lutter pour l'unité de secteur de la classe, mais aussi pour chercher à étendre l'influence des révolutionnaires et pour essayer de gagner la direction du mouvement ouvrier. Et par exemple, le NPA pouvait écrire au moment de la réforme des retraites de façon très transparente: c'est la forme actuelle du front unique, travailler à l'unité de la classe sur des mots d'ordre de lutte et refuser de diviser entre d'un côté syndicats et salariés moteurs et de l'autre syndicats et salariés mous, traîtres ou criminels. Évidemment, nous on ne pense pas qu'il faille diviser entre syndicats mous, traîtres et criminels et syndicats moteurs, mais on pense que par contre il y a une politique à mener de bataille ouverte contre les directions qui emmènent les mouvements dans le mur. Du côté de Lutte ouvrière, le rejet du front unique, il est aussi lié aux positions qu'ont acquis cette organisation dans les années 90 et dans les années 2000 dans un certain nombre de secteurs importants de la classe ouvrière, dans des usines importantes, notamment dans l'automobile. Et pour être tout à fait conséquent dans la discussion, on ne peut pas juste parler de conception stratégique, il faut dire que l'adaptation, elle est aussi liée au fait que on monte dans les appareils, qu'on a des camarades qui dirigent des sections CGT et qui ne veulent pas, pour cette raison, s'attaquer directement à la CGT. Je veux dire, Jean-Pierre Mercier, jusqu'à récemment, était le délégué syndical central de PSA. Donc oui, en fait, c'est plus compliqué de s'en prendre à la direction de la CGT. Et cette logique, elle est liée à l'illusion d'une coexistence pacifique avec la bureaucratie syndicale, qui est revenue comme un boomerang de façon très violente récemment, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Jean-Pierre Mercier a été attaqué, a été viré de la direction de la CGT-PSA, puisqu'il y a un nouveau syndicat CGT-PSA qui s'est créé, que la direction de la CGT a décidé de soutenir, ce qui a conduit Jean-Pierre Mercier à perdre son mandat et qui, en même temps, conduit à l'exposer de façon très importante. Bon, et puis tout ça, finalement, peut se ramener à la conception du rôle du parti qu'on défend. Soit un parti qui a vocation à défendre un profil, une perspective anticapitaliste et révolutionnaire, mais en même temps considère que soit d'un côté on va gagner des gens de façon purement agitatoire, propagandiste, en les convainquant de la perspective de la révolution et de façon relativement déliée des politiques qu'on mène dans la lutte de classe, soit qui dilue tellement la stratégie que finalement il a vocation à réunir les meilleurs activistes sans une stratégie commune, et c'est un peu la logique du NPA. Et nous, à l'inverse, vous l'avez compris, et c'est ce qu'on essaye de discuter, de déployer aussi dans cette UDT. On pense que l'organisation révolutionnaire dont on a besoin, c'est une organisation qui se revendique d'avant-garde. C'est un parti qui intervient dans une lutte pour porter une politique, pour en disputer la direction, pour porter des politiques audacieuses d'auto-organisation, programmatique, d'alliance, etc. Un parti qui, par ailleurs, construit l'hégémonie de la classe ouvrière, non pas comme une perspective théorique qu'il faudrait expliquer aux travailleurs, mais comme une perspective concrète qu'on expérimente dans le cadre de luttes qui sont pensées comme autant d'écoles de guerre pour déployer notre programme et notre stratégie. C'est ce qu'on a essayé de faire dans les grèves qu'on a dirigées. Et on pense que cette question et ces bilans-là, ils sont déterminants
pour discuter la reconstruction d'une organisation révolutionnaire qui, avec la force d'un ensemble de camarades qui aujourd'hui militent dans les syndicats, qu'ils soient à Lutte ouvrière ou au NPA, etc., pourrait, je veux dire, avoir un rôle et un impact sensible et important et aussi décisif dans les épisodes de la lutte de classe à venir. De ce point de vue-là, la politique qui est menée aujourd'hui par les courants de la gauche du NPA, et j'y viens très très rapidement, ne nous semble pas à la hauteur. On considère que non seulement leur perspective d'unité à tout prix, y compris derrière l'appareil du NPA, est une impasse par rapport aux tâches, mais aussi par rapport à la politique aujourd'hui du NPA. Mais on pense aussi que d'un côté, l'étincelle tend à reproduire en plus petit et du coup en plus actif la logique et la politique et les conceptions de lutte ouvrière en dernière instance, tandis que anticapitalisme et révolution, tout en prenant plus d'initiatives dans la lutte de classe, en critiquant les directions syndicales, le fait autour d'une logique très activiste, très luttiste, et déconnectée aussi de l'importance de la construction d'une organisation révolutionnaire, ce qui nous semble être un autre écueil important. Et je m'arrête là, merci et désolé, j'ai fait un peu long.